France a gardé sa réputation et beaucoup de sociétés historiques ont survécu. Nous avons choisi d'en suivre 3. Liche Charmel et Obad pour leur production de luxe. Et Etam pour la confection grand public. 3 philosophies, 3 stratégies pour répondre à une question. Peut-on encore aujourd'hui fabriquer et vendre français? Voici les secrets de la guerre des petites culottes. Shanghai, octobre 2011. Devant le palais des expositions, la Chine communiste. Fanfares et petites écolières. À l'intérieur, du business. Pendant 3 jours, c'est le plus grand salon de lingerie en Chine. Acheteurs, vendeurs et fabricants viennent du monde entier. Ils parlent chinois ou anglais, mais les organisateurs, eux, sont français. Hello. Oh, she's at the meeting. Ok. Bonjour Xavier. Bah, ça va? Ce salon existe depuis 2005. En 2005, il n'était pas question de montrer un string dans un défilé. On ne voyait pas un string dans un magasin. Maintenant, vous en voyez partout. Donc le marché bouge très très vite. La Chine, c'est le marché à la fois de la patience et de la fulgurance. La plupart des marques françaises sont donc présentes pour se faire une place, elles aussi. Car l'Asie est devenue l'Eldorado des marchands de luxe. Jusqu'à présent, ils vendaient des berlines, des montres et des vêtements. Demain, ce sera un autre luxe, celui qui ne se voit pas, les sous-vêtements. Parmi les Français partis à la conquête du gigantesque marché chinois, Olivier Piquet, 40 ans. Il est le tout nouveau directeur général d'une marque de luxe, Liche Charmel. Première marque dans le haut de gamme en France. Pour mettre un pied en Chine, il a besoin d'un distributeur très bien implanté. Il en a trouvé un qui est aussi le plus gros fabricant de lingerie de luxe du pays. Mais il n'a pas vraiment confiance en lui. Et il va vite en avoir la confirmation dans l'un de ses points de vente. Donc là, on arrive vraiment au sein du département lingerie et sur la ville de Shanghai, en fait, ce centre commercial est quelque part un des centres en fait premium. Donc là où on voit que le partenariat fonctionne bien, c'est que dès qu'on arrive en fait sur le stand, on est bien sûr effectivement une présentation en fait de produits en fait Liche Charmel. Olivier Piquet se montre bien optimiste. En fait, le commerçant chinois utilise sa lingerie comme un produit d'appel. Mais c'est sa propre marque qui apparaît partout. Tandis que le logo français est à peine visible. Tout ça alors qu'Olivier a tout ce qu'il faut chez lui pour mieux présenter ses produits. Nous avons des présentoirs de ce type, même plus qualitatifs en fait, qui existent. Toute la négociation va être d'arriver à les faire parvenir jusqu'à ce centre commercial. Vous avez juste ici. Plus loin, il y a une autre petite surprise. D'une rare élégance. Là où on voit qu'effectivement on est en Chine, vous avez un produit Liche Charmel, puis ensuite vous allez avoir au-dessus un produit La Clover. On est effectivement quand même sur 2 produits qui sont aujourd'hui très très différents, même si on peut d'un premier abord dire tiens, il y a une couleur qui a sûrement dû inspirer une autre. Un soupçon de contrefaçon, une marque mise en avant plutôt qu'une autre. Le partenariat n'est pas vraiment au point. Mais Olivier Piquet n'a pas le choix, car le plus difficile ici, c'est justement de trouver un partenaire commercial fiable. Retour sur le salon de la lingerie. Les Français de Liche Charmel aimeraient bien trouver un autre distributeur. Mais le responsable commercial se heurte à un problème de taille. Aujourd'hui, il négocie avec une commerçante qui gère 1 millier de boutiques. Il tente d'abord de la séduire avec la qualité française. Liche Charmel ne fait que des produits de très haute qualité. Le niveau de prix pour la cliente en Chine, c'est environ 2000 yuan. 2000 yuan. Oui.
Oui, pour la cliente. 234 €, c'est presque autant qu'un salaire mensuel moyen en Chine. Pour la commerçante, c'est hors de prix. Mais vous ne faites pas de réduction? Des réductions? Non, non, on ne fait pas de réduction. Le prix du produit, c'est le prix du produit. On n'a pas l'habitude de faire des réductions. Jamais. En fait, vous voulez quoi comme prix? Il nous faudrait entre 6 et 800 yuan. Vous pouvez faire ce prix? Ah non, 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 ça je peux pas. La marque a fait le pari du luxe et elle s'y accroche. Tant pis si le marché ne s'ouvre pas en grand tout de suite. Le prix, je ne pense pas que ce soit un obstacle. On est vraiment destiné à une clientèle qui en général ne compte pas. C'est ce que me disent nos partenaires. Alors, peut-être moins à Shanghai qu'ailleurs, mais en général, la consommatrice qui a envie de se faire plaisir a les moyens de le faire et ne parle pas du prix. Mais d'autres marques françaises ont justement décidé de se battre sur le créneau du prix, avec un succès étonnant. Laurent Milchior est le jeune directeur général de la première enseigne en France, Etam. 1,1 milliard € de chiffre d'affaires, dont une grosse partie en Chine. La saga Etam en Chine, ça a commencé en 1994 et le premier magasin ouvert en 1995. Et aujourd'hui, il y a quasiment 3500 magasins en Chine en 2011. On a démarré avec une seule marque qui s'appelait Etam, dans les grands magasins, avec des corners qui faisaient 50 mètres carrés. Et on voulait des corners plus grands. Sauf que les grands magasins ne voulaient pas nous donner des corners plus grands, ne voulaient pas nous donner plus d'espace qu'une autre marque. Donc on a eu l'idée de lancer des déclinaisons de la marque. Au final, 5 sous-marques sont créées. Etam vend donc 5 fois plus. Désormais, l'enseigne mise tout sur les dessous à la française. Les marchés qui émergent consomment d'abord du textile et qui se voit, et ensuite uniquement des produits plus intimes comme la lingerie. Et on a aujourd'hui à peu près 150 points de vente en Chine de lingerie, et donc c'est un de nos relais de croissance de l'avenir. Aujourd'hui, la marque ouvre son propre réseau de boutiques. À Shanghai, elle vient d'inaugurer ce magasin de 300 mètres carrés sur un des carrefours les plus fréquentés de la ville. On fait des paris, soit on prend des magasins dans des quartiers qui sont déjà reconnus pour être très commerçants, soit on va se positionner sur des quartiers qui sont des quartiers en devenir, et ça permet de payer moins cher et d'accompagner le développement. Quand on est venu en 94 en Chine, pas grand monde faisait ce pari-là. Bon, c'est un peu la même chose sur les emplacements. Parfois on a raison, parfois on a tort, mais c'est comme ça qu'on se fait un joli réseau de magasins. Cette année, Etam compte ouvrir plusieurs centaines de boutiques, rien qu'en Chine. Avant d'en arriver là, elle a mis en place une véritable machine de guerre. Pour comprendre cet incroyable développement, rendez-vous dans les bureaux de la société à Shanghai. 1000 employés sur 6 étages. Ascenseur. Même Laurent Milchior s'y perd un peu. Non, c'est un cran. D'habitude, il travaille au siège parisien. Mais il vient souvent ici, car la Chine représente désormais 40% de son chiffre d'affaires. Hello Catherine, how are you? Hello, nice to meet you. Ce matin, il vient assister à une réunion qui a lieu chaque semaine. On décortique le résultat des ventes sur tout le continent. Ok. Sur la table, les modèles commercialisés ont tous un peu le même look un peu fillette, qui amuse même le patron. Il y a beaucoup de roses, hein? Tout est rose. Vêtements de nuit, du rose, du rose, du rose, du rose, une ligne rose. Ah, rouge, un rouge. En fait, c'est un des secrets de la marque. Fabriqué au goût du marché, avec juste ce qu'il faut de French Touch.
On prend les collections françaises et ensuite on les adapte au marché chinois et d'abord dans les fittings, dans les tailles, puisque les tailles sont différentes sur beaucoup de marchés et sur la gamme de couleurs et le style des produits. Donc on va avoir des produits qui sont les mêmes que la France, typiquement, ça c'est exactement le même produit qu'en France, à l'ajustement de forme près. Ensuite on a des produits qui sont, ça c'est un produit qu'on va retrouver en France mais qui est colorié différemment, et puis après on a des produits qui sont complètement différents, qui sont uniquement pour le marché local. Thank you Isabelle. Thank you very much. À l'origine de ce succès, le père de Laurent, Pierre Milchior. C'est lui qui a eu l'idée de venir en Chine dans les années 90. La globalisation, il l'a vu venir avant tout le monde. C'est aussi lui qui a créé un concept de magasin très précis. Ici, c'est Shannon, une Taïwanaise au look de guerrière qui fait respecter ce concept. Sur un étage entier, elle agence des boutiques pilotes en fonction de ce qui se vend le mieux. Par exemple, ici, c'est les meilleures ventes. Donc on les met à l'endroit le plus important du magasin. Les clients ont confiance en nous. Si on installe à cet endroit, c'est une façon de leur dire que c'est ça qu'ils devraient acheter. Shannon connaît par cœur le goût de ses clientes. Elle sait exactement ce qui va leur plaire ou pas. Je considère que ça, c'est plus français, plus féminin. Mais les clientes chinoises voient ça comme de la lingerie pour les femmes mûres. En fait, les Chinoises préfèrent des produits comme cela. Ça, par exemple, c'est un best-seller. Et voici ce que Etam vend le mieux dans ses boutiques de lingerie. Ça n'est pas pour les ados, mais bien pour les jeunes Chinoises modernes, urbaines, entre 20 et 30 ans. En Europe, vous avez une perception de la lingerie qui doit être sexy. En Chine, le sexy n'est pas aussi défini. C'est quelque chose comme ça. C'est plus mignon, plus midinette. Une fois ce magasin idéal mis en place, tout est photographié et imprimé dans un guide. Il sera envoyé à chacun des 3000 points de vente en Chine et respecté au millimètre. Mais si le succès va croissant pour Etam en Chine, c'est à Mouveau, entre Lille et Roubaix, que la marque familiale est née et qu'elle a prospéré. En 3 générations, les Milchior ont innové, ouvert des milliers de boutiques et conquis le monde. Dans l'usine familiale, il y a eu jusqu'à 400 ouvrières. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une centaine. Ce sont elles qui créent les modèles que l'on vend sur les 5 continents. Vous mettez... Non, c'est fait, c'est tout. Par contre, les prochains qui arrivent, on met au bord. Michel Fall, le patron, supervise la fabrication maison de tous les prototypes, les futurs modèles. Alors, ici on rentre dans l'antre du bureau d'études techniques. Vous avez des personnes qui ont entre 20 et 30 ans d'expérience dans la corsetterie, ce qui est très rare en France, quasiment unique. Chaque année, ces mains d'or fabriquent 4500 prototypes. 1 sur 3 sera finalement commercialisé. La mise au point d'un nouveau modèle peut prendre jusqu'à 3 mois, mais selon Michel Fall, tout cela est indispensable. C'est surtout pas l'endroit où il faut faire des économies. Au contraire, le développement, la création et la mise au point, c'est la force vive de la corsetterie. Si vous passez là-dessus, vous avez un produit qui n'est pas au point, vous perdez votre clientèle, elle ne se reconnaîtra pas dans le produit et c'est pas du tout la philosophie d'Etam. C'est tout juste Les petites mains viennent justement de créer un nouveau prototype. C'est Galliana, un mannequin maison, 90, 65, 95, des mensurations parfaites, qu'il essaye ce matin-là. Et voici ce qui est le plus tendance aujourd'hui, une culotte gaine, style années 30. Autrement dit, une culotte grand-mère. Ça va nous permettre de voir, a priori, les retouches à exercer sur le... Vous voyez, tous ces plis-là, on ne doit pas les avoir. Ouais, tout ça, oui, tout ça, il va falloir le revoir. La petite ceinture, c'est très beau.
Quand on regarde, la couture ici ne devrait pas être visible. Il va falloir la basculer. Donc ça fait partie, d'abord, ça donnera un plus beau fessier parce que le produit, il est quand même, c'est un produit de lingerie. De corsetterie, ça doit sublimer la femme en général. L'objectif est là. Le haut, vous le trouvez trop sexy? Non, pas assez sexy. Un peu gentil, un peu gentil. Maintenant, tout dépend de la clientèle qu'ils vont cibler. Finalement, le soutien-gorge est jugé un peu trop sage. Je vais plus dégager pour qu'il soit découvert ici et redescendre aussi la bretelle pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Comme vous le voyez là, on va retirer quoi à 3-4 mm à tout, vraiment pas plus. Donc 3-4 mm, on passe d'un produit qui est pas beau à un produit très beau, à un produit qui se vend pas, à un produit qui peut éventuellement être un best. Voilà, ça joue à pas grand-chose. Cet ensemble, 45 € environ, va faire les beaux jours d'Etam l'année prochaine dans 40 pays. Tous ces modèles sont dessinés à Clichy, en région parisienne, le siège du groupe. La marque leader affiche un gros appétit. Elle inonde le marché avec ses nouveautés. Pour cela, elle recrute les meilleurs. Son dernier coup, c'est Ushua, la nouvelle directrice du style. Une Espagnole débauchée à prix d'or de Zara, le numéro 1 mondial du textile. Aujourd'hui, elle reçoit avec ses stylistes des prototypes venus de l'usine de Mouveau. C'est beau. Cette collection, c'est magnifique. C'est un travail énorme. Les filles, elles ont travaillé pendant des mois à tout ça. C'est sympa parce qu'en plus, bon, des fois on a des mauvaises surprises et des fois on a des très bonnes surprises. Alors on regarde toujours qu'est-ce que ça donne. Il y a le corbeil qui est tout en dentelle avec juste le nœud en satin. Seule une partie de ces modèles étant commercialisée, il faut donc en créer beaucoup. En s'inspirant des tendances du moment, Ushua et ses stylistes inventent des centaines de modèles et d'accessoires, car il en faut pour tous les goûts. On a voulu mélanger différents imprimés par an. On a fait 60 collections. Et on essaye de faire tous les moments d'une femme. Par exemple, là, c'est un peu sophistiqué. Et après, on va avoir d'autres collections un peu plus sport, plus coton, plus pour les matins. On aura des collections avec des imprimés un peu plus relax, décontractés. Bref, il faut ratisser large. Cette course à la nouveauté a été voulue par Laurent Melchior. Tu vas jouer les différentes matières, on va être que en coton, ou tu vas avoir du coton, tu vas avoir de la soie, tu vas avoir le même principe qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, d'une saison sur l'autre, c'est 90% de nouveautés, donc on doit réinventer plus de 1000 modèles, même 1500 modèles tous les 6 mois pour renouveler l'offre, pour créer des surprises auprès de nos clientes, pour qu'elles aient envie de consommer nos produits et de revenir chez nous. C'est ça qui est très important. Pour moderniser son image, la marque a embauché la top modèle Natalia Vodianova, la star des mannequins mondiaux. Elle a même créé sa propre ligne ultra sexy. Et ça marche. En quelques années, les ventes ont grimpé en flèche. Chaque hiver, un défilé géant réunit des tops et des people. Il ressemble beaucoup à celui de Victoria's Secret, le leader mondial du sous-vêtement, dont Etam aimerait bien prendre la place. Bien loin de cette grosse machine commerciale, d'autres marques font un peu plus dans la dentelle. Nous sommes à Lyon, l'un des derniers bastions du textile et des vieilles traditions. C'est ici le siège de la marque de luxe Lich Charmel. Souvenez-vous, les Français rencontrés sur le salon de Shanghai. La marque a gardé toute sa création en France, comme Etam. Et c'est une vraie mécanique de précision. Tu vas laisser quoi comme Ce matin-là, Sophie, une modéliste, s'attaque avec ses collègues à la conception d'un nouveau modèle. Tout se fait à la main, à l'ancienne, de la haute couture. C'est toujours comme ça qu'on va travailler dans un premier temps. C'est d'abord un choix de matière. Et ensuite, on essaie de voir directement sur mannequin comment combiner les matières les unes avec les autres. Après, il faut décliner tout cet esprit-là sur toutes les formes au sein d'une même ligne.
Mais avant de lancer une nouvelle ligne, Sophie doit voir les 2 dirigeants de la marque qui ont la main sur tous les nouveaux produits. À la recherche de Monsieur Domal. Jacques et Sylvia Domal. En fait, on a préféré du coup le mettre ici parce qu'on trouvait qu'on tombait plus dans les mêmes lignes que le bas. Alors des fois, on y arrive assez vite. Je dirais c'est 2-3 travaux. Et puis des fois, ça dure parce qu'on ne parvient pas. Hein, vous connaissez bien ça. Ce qui compte, c'est l'exigence d'aller au bout de ce que l'on veut faire ici, c'est-à-dire atteindre l'objet qui est l'objet de nos rêves. C'est parfois harassant. Hein. Il faut bien le dire. Voilà. Merci. Dans l'atelier commence alors un ballet de la perfection pour une centaine de petites mains et de modélistes. Sur des logiciels, les mêmes qu'on utilise pour modéliser les avions ou des voitures, Un 90C. on calcule toutes les tailles et toutes les profondeurs du futur produit. Puis une couturière assemble un premier prototype dans une taille de base. Il n'y a pas moins d'une vingtaine de pièces à assembler, parfois minuscules. Un travail d'orfèvre. La rectification qu'il y aura à faire. D'accord. La rectification qu'il y aura à faire, je vais ouvrir à l'écran. Merci. Alors, on retourne à la machine. Eliane, 18 ans de métier, a besoin d'un peu plus de 2 heures pour fabriquer ce tout premier modèle. C'est la femme du PDG, Sylvia Domal, qui prend maintenant le bébé en main. Comment ça se monte, Eliane? C'est bon? Ça va pas mal, à part le bonnet qui est à refaire, l'enveloppe. Maintenant, la prochaine étape, ça va être l'épreuve de vérité, c'est-à-dire que je vais passer en cabine et je vais porter le modèle et puis je vais le porter toute la journée jusqu'à ce soir. Ensuite, je vais le laver, je vais le reporter demain matin et on fera un essai demain matin en cabine pour voir comment ça s'est comporté. Voilà, dernière finition, on coupe tous les petits fils qui dépassent. On y va. Et quelques minutes plus tard... M'ajuster un petit peu mieux les bretelles, là, oui, s'il vous plaît. Merci, Marie-Laure. On a fait notre essayage, je l'ai sur moi et je le teste. C'est un modèle, je dirais c'est comme un gant ou une paire de chaussures, un soutien-gorge, il doit y avoir une application parfaite et que la femme se sente à la fois à l'aise et belle parce qu'on travaille toujours sur les 2 critères à la fois. C'est par passion que Jacques Domal a racheté cette petite marque en 1975. 37 ans plus tard, elle existe toujours. À l'heure de la guerre mondiale du low cost, son pari sur le luxe s'est révélé gagnant. Nous nous sommes positionnés dans le haut de gamme du marché, pensant que la France en particulier aurait un avenir dans la très haute qualité. Quand on arrive avec une marque française, les gens attendent de nous, non pas des prix particulièrement bas, ils attendent un style et ils attendent de la création. Et donc si on veut vendre à partir de la France, je pense qu'il faut particulièrement porter attention à ces questions de style, d'identité de style et de création. Le luxe ne supporte que la perfection, le plus beau et le plus cher. Et c'est à Calais, dans le Nord, que Lise Charmel trouve les plus belles dentelles du monde. Ce jour-là, Sophie, la modéliste, a rendez-vous avec un fournisseur d'exception, l'entreprise Noyon. Un fabricant de dentelles qui a fait la fierté de la France depuis 3 générations. Sophie, elle, vient choisir les échantillons de dentelles pour ses futures créations. Ça, c'est des échantillons ou c'est des archives en fait que vous avez retravaillées? Non, c'est vraiment les échantillons. Le premier échantillon Sophie est venue puiser dans les trésors de la marque, ses archives. Une mine d'or impossible à reproduire aujourd'hui. On imagine bien des dentelles de ce type-là dans ce thème-là. On a des centaines de grimoires tels que celui-ci, donc forcément ce sont des choses très anciennes, forcément. Il y a même des articles qu'on ne peut plus aujourd'hui reproduire, on peut simplement s'en inspirer. Donc c'est un vrai patrimoine, c'est quelque chose de très très précieux pour nous. On joue avec les fonds. Chaque échantillon coûte environ 7 000 € à produire. La collection coûte 300 000 € en moyenne. Ce qui rend cette dentelle si chère se trouve à quelques mètres de là. Des machines d'un autre temps, entièrement réglées à la main. Les levers,
Des monstres en fonte de 14 tonnes, inventés il y a 2 siècles. Centimètre par centimètre, ils tissent une dentelle unique au monde. Ici encore, c'est une entreprise familiale dont Olivier Noyon est l'héritier. Alors il y a 4300 bobines tout le long de la machine et sur la machine, simultanément, il y a 15 000 fils qui travaillent. C'est-à-dire qu'en moyenne, on fabrique 2 mètres de dentelle à l'heure. Olivier Noyon en est sûr. Son savoir-faire et ses machines sont irremplaçables. Pourtant, des robots fabriquent aujourd'hui en Asie une dentelle beaucoup moins chère. Les machines à tricoter tournent 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite, mais n'arrivent pas à produire la même finesse de dentelle et la même sophistication dans la réalisation de la dentelle. La cliente qui achète le produit dans le magasin, elle voit aussi que cette dentelle-là, sans pouvoir donner l'explication technique, mais elle voit que cette dentelle est différente, qu'elle apporte un raffinement que n'a pas d'autre dentelle. Pour l'instant, les stylistes de Liche Charmel continuent donc d'acheter leurs dentelles à Calais, quel que soit le prix. La marque ne s'en porte pas plus mal. Les ventes et le chiffre d'affaires, 80 millions d'euros, sont en hausse. Pour s'en rendre compte, direction un immense entrepôt, non loin du siège de Lyon. Bonjour, ça va bien ? Ici, il y en a pour plusieurs millions d'euros de marchandises. À peine arrivés des usines, soutien-gorge, culottes et nuisettes repartent vers les boutiques. Donc là, c'est 300 kilos de lingerie Liche Charmel qui représente effectivement, alors là, beaucoup de pièces et beaucoup d'argent qui part pour notre partenaire et distributeur en fait en Chine. Il y a l'Australie aussi qui part, je vois qu'il est prête. Là, c'est de la graisse. Là, c'est mélangé. Vous avez à peu près tous les pays d'Europe qui sont mélangés. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, voilà, c'est tout ce qui est Europe. Bah écoutez, là, à l'énumération, j'ai l'impression que nous n'avons pas de clients français. Si, je vous rassure, le groupe fait à peu près encore aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires en fait en France. Et c'est vrai que le développement des activités internationales tente à montrer qu'effectivement, il y a une progression en fait du chiffre global du groupe, tant en France qu'à l'étranger. C'est pour ça qu'on a une proportion qui reste pour l'instant à peu près moitié-moitié. Mais je pense que dans le futur, effectivement, le développement des nouveaux marchés fait qu'on devrait avoir une part internationale un peu plus élevée. 50% des ventes à l'étranger. La mondialisation à l'envers. Mais ce succès commercial cache une réalité moins glorieuse. Les ateliers, voilà, on en a en France, on en a en Bulgarie, on en a beaucoup en fait en Europe et on en a un tout petit peu en Tunisie également. Et Liche Charmel n'est pas une exception. La quasi-totalité de la lingerie française est aujourd'hui fabriquée hors du pays. De cette fabrication à l'étranger, c'est évidemment la Chine qui a le plus bénéficié. En quelques années, un prodigieux bond en avant. Notamment à Gurao, dans le sud du pays. Une ville moyenne de 400 000 habitants où tout le monde ou presque travaille pour la lingerie. Il y a 10 ans, c'était la campagne ici. Aujourd'hui, ce sont les usines qui poussent. Même dans ce petit immeuble, il y a des ateliers à l'intérieur. Tom Lee, un Canado-Taïwanais, dirige la plus importante de ces usines. Il a vu la ville se métamorphoser. Il y a 5 ans, il n'y avait rien ici. Dans presque chaque immeuble, il y a une petite usine à l'intérieur aujourd'hui. Ici, il y a plus de 50 000 personnes qui viennent de toute la Chine dans cette ville pour travailler dans le sous-vêtement. Au départ, la ville était spécialisée dans la broderie et le fil. Mais un événement a tout bouleversé en 2005. Après 2005, les quotas d'exportation ont été supprimés partout dans le monde. Et donc, toutes les entreprises ont pu faire de l'export. Et le business a littéralement explosé. Après la suppression des quotas d'exportation, ces dernières ont doublé en 5 ans. Cela a laissé des traces. Dans la rivière locale, il n'y a plus aucun poisson. L'eau est rose, à plus de 25 degrés, impropre à la consommation.
Cela n'empêche pas Tom de faire tourner son usine à plein régime. Dès 7 h du matin, 2000 ouvriers en uniforme fabriquent du soutien-gorge et de la culotte par containers entiers. Ici, Tom a investi des millions de dollars. Des bâtiments neufs, des machines de toutes sortes, achetées en Suisse ou en Allemagne. Son dernier bijou, tout un lot de machines italiennes. Une culotte. Et regardez bien cette machine, un engin étonnant, capable de cracher une culotte à la minute. Pas mal, non? Chaque machine coûte plus de 150 000 $. Pour chaque machine. Et combien de machines? On en a 20. Ici, les ouvriers sont plutôt bien traités. Ils ont une cantine, des logements quasi gratuits et même une salle de spectacle. De belles conditions et pourtant, ils ne restent pas. On essaye de les retenir dans notre société, mais ils ont toujours une bonne raison pour partir. Ils rentrent à la maison pour se marier ou pour s'occuper des enfants. La Chine reste la Chine et on ne changera pas les mentalités. En 3 ans, 1000 ouvriers sur 3000 ont quitté l'usine. Pour retenir les autres, Tom a fait de gros efforts sur les salaires. 300 € par mois, 2 fois le minimum légal. Cette main-d'œuvre plus chère n'arrange pas du tout ses clients européens. Surtout qu'un autre phénomène complique la situation. Le problème, c'est que quand on signe le contrat avec les clients, c'est toujours en dollars américains. Par exemple, il y a un mois, un dollar valait 6 yuan 3. Aujourd'hui, avec le taux de change, un dollar, ça vaut pas plus que 6 yuan. On a perdu 30 centimes en moins d'un mois. Autrement dit, quand Tom travaille en dollars à l'exportation, il perd de l'argent, moins 30% en 5 ans. Il a donc dû trouver une solution. Venez voir, venez voir. Ella Fanny, c'est notre marque pour le marché intérieur. On l'a créée en 2008. Aujourd'hui, on ne peut plus se focaliser uniquement sur l'exportation. Les Chinois veulent désormais travailler pour leur propre marché. Une bien mauvaise nouvelle pour tous les Français qui jusqu'à maintenant faisaient fabriquer leurs sous-vêtements ici. C'est le cas de Etam, qui produit une grande partie de sa lingerie en Chine chez des sous-traitants. Celui qui s'en occupe, c'est Olivier, un baroudeur qui parcourt l'Asie à la recherche des meilleures usines au meilleur prix. Mais en ce moment, il a bien du mal à négocier de bons tarifs. Aujourd'hui, il part en expédition à 1500 km de ses bureaux de Shanghai. C'est une usine qui est à capitaux taïwanais. Une usine d'à peu près 2000 personnes et avec qui on travaille déjà depuis 6-7 ans en partenariat et qui donc nous fait nos produits pour Etam Lingerie sur la partie sophistiquée et la partie micro-coton. L'usine est située à quelques kilomètres de Macao, dans le sud du pays. C'est une véritable ville, comme chez Tom à Gurao. Ce matin, Olivier vient négocier une très grosse commande. C'est un groupe de 40 000 pièces. Les prix que vous me proposez sont très loin de ce que je souhaite obtenir. Cette broderie est très chère. Il y a aussi le petit trou là. Ça fait un coût minute plus élevé.
Moi, mon but, c'est de ne pas changer le style, parce que sinon, il y a des stylistes qui ne seraient pas très heureux. Vous pouvez me dire la différence si on ne fabrique pas le trou et qu'on fait quelque chose de plat? Ça ferait une réduction de 10 cents. 10 cents $, si on faisait une couture pleine tout du long sans avoir la petite décoration à l'arrière, mais en même temps c'est ce qui donne un petit peu le style du produit, donc je suis quasiment sûr de toute façon qu'il faut le garder. Mais son interlocutrice, très souriante, ne lâche rien. Et Olivier s'aperçoit qu'elle a de bonnes raisons pour cela. C'est quoi le pourcentage des commandes de la marque Etam dans cette usine? Avant, c'était 10%. Aujourd'hui, ça baisse un peu. Ah bah ça dépend de vous. En clair, Etam est un tout petit client de cette gigantesque usine. En bon chasseur de prix, Olivier commence donc à chercher d'autres usines ailleurs en Asie. On commence à se poser des questions, mais en sachant de toute façon que les matières généralement viennent d'ici, que les accessoires viennent d'ici. Donc la Chine peut envoyer ses matières au Bangladesh, au Vietnam, en Malaisie ou en Indonésie pour faire travailler avec des niveaux de salaire inférieurs que les Chinois aujourd'hui. Dure loi de la mondialisation. Même la Chine, devenue trop chère, est menacée de délocalisation. Mais pas question pour autant de revenir fabriquer en France. C'est d'ailleurs un pays juste à nos portes qui peu à peu rafle le marché des petites culottes. À 2 heures de vol de Paris, la Tunisie. Des rues poussiéreuses, 20% de chômage, un salaire moyen de 150 €. C'est ici que se fabrique désormais une grosse partie de la lingerie française, de Etam au plus haut de gamme. Dans la région de Monastir, sur la côte sud, le soutien-gorge est roi. L'un des barons de cette industrie est français, Ludovic Mouret. Il représente la 4e génération d'une vieille famille de la confection française. Son père a débarqué ici il y a 18 ans, sur une intuition de génie. À l'époque, on avait constaté que ce secteur de la lingerie, corsetterie, n'était encore pas beaucoup délocalisé. Donc on s'est dit que c'était une opportunité à saisir et que c'était plus dans ce secteur-là qu'il fallait investir. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'aller délocaliser à l'autre bout du monde. Donc le gros avantage de la Tunisie, c'est la proximité. On est à 2 heures d'avion maximum de la France. La famille Mouret a démarré dans ce petit village du Sahel avec 17 employés. Aujourd'hui, elle a plusieurs usines et 2000 employés. Elle fabrique 3 millions de sous-vêtements et de maillots de bain par an. Ses clients, Etam, mais aussi presque toutes les marques françaises. Donc là, vous avez un soutien de chez Chantel, un autre client qui s'appelle Janine Robin. Là, c'est un produit de chez Etam. Donc vous voyez qu'on peut faire dans le même atelier des produits de marques différentes. Les clients envoient leurs propres contrôleurs sur place. Ce jour-là, nous croisons la représentante d'une marque italienne réputée, La Perla. Cette proximité entre concurrents ne semble gêner personne. On ne peut pas demander à notre personnel de travailler mieux pour certains clients et moins bien pour d'autres. Donc tout le monde bénéficie du niveau de qualité et du grade de qualité le maximum qu'on puisse faire dans la société. Ce que vend Ludovic Mouret, donc, un travail irréprochable à prix tunisien. La moyenne de nos temps de fabrication est entre 7 et 8 minutes pour les bas. Et pour les hauts, on arrive à 18 minutes en moyenne pour un soutien-gorge. Et sur ce temps total, nous appliquons un coût minute qui est de l'ordre de 0,12 € la minute. Ben, si vous prenez 20 minutes à 0,12, ça fait 2,5 € par soutien environ. Ce n'est donc pas la fabrication qui coûte le plus cher.
La vraie différence entre un produit bas de gamme et un autre de luxe, c'est la matière. Il faut savoir que le tissu, c'est ce qui représente la part la plus importante d'un article. Autour de 60% en moyenne, alors que la confection peut représenter grosso modo 15%. Donc ce qui importe et ce qui fait la différence au niveau du prix, c'est essentiellement les matières. En ajoutant le coût du transport et des taxes, le prix de fabrication d'un soutien-gorge varierait donc de 5 à 20 euros. À la vente, cela vaut 4 fois plus, entre 20 et 100 euros. La différence entre les deux, c'est la marge pour les fabricants et les distributeurs. Des marges plus que confortables, mais pour certaines marques, ça ne suffit pas. Obad, une société française bien connue, fondée il y a un siècle. Le symbole même du chic et du glamour à la française, avec ses fameuses leçons de séduction. Mais Obad, c'est aussi l'histoire de Claudie. Elle y a travaillé pendant 22 ans. En 2005, la marque est rachetée par un groupe suisse de sous-vêtements, Kalida. En 2007, premier plan social, 100 ouvriers sur 370 sont licenciés. Après les premiers licenciements, on faisait surtout beaucoup de collections, de modèles, de prototypes. Enfin, on faisait quasiment que ça. Et on s'est aperçu que on en faisait de moins en moins. Mais après, on a compris quoi. Après, on a compris que tout était fait en Tunisie. De toute façon, ça revenait griffé Made in Tunisie, donc il n'y a pas de mystère. Hein. En 2010, deuxième plan de licenciement à l'usine de Saint-Savin. Sur les 130 personnes qui restaient, 110 sont remerciées. Cette fois, Claudie en fait partie. Les derniers temps, on n'avait qu'une envie, c'était de partir. De partir de cette boîte. Et puis, malgré que le dernier jour était très dur, pour franchir la porte, ça a été très très dur. Mais maintenant, non, la page est tournée, ça ne me fait plus rien. Aujourd'hui, dans cette usine qui paraît désaffectée, presque fantomatique, il reste une vingtaine d'employés à l'expédition. Moi, je pense que c'était programmé quand même depuis le début. Depuis le rachat? Oui, depuis le rachat. Depuis le rachat, je pense que c'est la marque. Ils voulaient la marque. C'est pas l'entreprise qui voulait par elle-même, c'est la marque. Et ça y est, ils l'ont tenu. Et puis. Et vous n'êtes plus là? Et on n'est plus là. Rendez-vous ce matin-là devant le Conseil des prud'hommes à Poitiers. Pour Claudie et 62 de ses collègues, ce n'est pas un licenciement économique. C'est une restructuration qui vise à diminuer les coûts en France et donc à augmenter le bénéfice des actionnaires. Claudie voudrait donc toucher bien plus que les 10 000 euros d'indemnité qu'elle a reçus, le minimum légal pour 22 ans de travail. À l'audience, l'avocat d'Obad et de Kalida prend plus de 3 heures pour exposer ses arguments. Les ventes étaient en baisse et Obad avait perdu 10 millions d'euros en 2 ans. Il fallait donc licencier pour éviter la faillite. Pourtant, l'actionnaire suisse a déboursé 9 millions d'euros pour ouvrir des boutiques en France. Pour les avocats des anciennes d'Obad, les choses sont donc parfaitement claires. Le rachat de la société Obad par Kalida Suisse, c'est de la cannibalisation. On dépouille la bête, on prend tout ce qui est consommable pour avoir un profit rapide et dès que la rentabilité baisse, ce qui sera inéluctablement le cas, puisque c'est un produit de luxe qui perd ses qualités. Donc quand ce produit va perdre ses qualités, quand il va être dépassé par un produit de meilleure qualité, cette société va être vendue par Kalida Suisse qui se retournera vers d'autres secteurs. L'avocat de Kalida peut pleurer que les ventes baissent, mais effectivement, s'il n'y a plus de salariés en France, s'il n'y a plus de production en France, s'il n'y a plus de revenus en France, les ventes vont forcément chuter. Ça se mord la queue, hein, ça se mord la queue. À force de faire chuter, d'augmenter le chômage, de faire chuter les salaires en France, tôt ou tard, il n'y aura plus personne pour acheter en France. Après, les patrons viendront se plaindre qu'ils ne vendent plus. Ah. Le point de vue de Obad, Kalida, nous ne le connaîtrons pas. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser une question, au moins à votre avocat? Non, merci. Pas de rien. Le délibéré sera rendu en 2012.
En attendant, les bénéfices de la marque ont explosé. Alors, Obad est-elle devenue une coquille vide? Une étiquette posée sur des produits faits par des sous-traitants. La marque a refusé notre caméra. Dans un courrier, elle nous indique qu'il y a bien une équipe de création d'une vingtaine de personnes à Paris qui réaliserait tous les prototypes. Tous? Pas vraiment. Retour en Tunisie, dans la région de Monastir. On a du mal à le croire, mais c'est dans cette ruelle hors du temps qu'Obad fabrique l'essentiel de ses produits et décline ses fameuses leçons de séduction. C'est possible de parler à un responsable de... C'est bien Khalida ici, hein? Khalida Obad. Ouais. C'est possible de parler à un responsable de... Nous n'avons pas pu entrer dans l'usine, mais nous avons rencontré une de ses ouvrières à la fin de sa journée. Elle y travaille depuis 13 ans et accepte de nous parler, mais à condition qu'on ne la reconnaisse pas. Elle nous explique que depuis 2 ans, une petite unité d'une dizaine de personnes s'est ouverte à l'usine. Nous lui montrons des images des petites mains de Lise Charmel et de Etam qui conçoivent des prototypes, mais en France. Et là encore, elle confirme. Les modélistes travaillent sur les ordinateurs, comme celui-là, avant que tout soit lancé en production. Il y a une chef modéliste qui est là avec nous. C'est une Française. C'est elle qui essaye les modèles et c'est elle qui nous dit si ça va ou si ça va pas. Contrairement à ce qu'Obad affirme, une partie des prototypes serait fabriquée et même essayée en Tunisie. Mais ce cas ne semble pas isolé. C'est un peu ici, dans la région de Monastir, que se joue le destin de la lingerie bleu-blanc-rouge. Ludovic Mouret, qui travaille pour Etam et toutes les marques, a démarré une nouvelle activité, l'élaboration de prototypes, le domaine jusqu'à présent réservé des grandes marques françaises. Donc là, on rentre dans la phase, si vous voulez, de plus de création. Alors là, on a un exemple concret. Donc un de nos clients est venu avec 7 échantillons et nous a demandé de réaliser des échantillons différents avec d'autres matières. Autrement dit, son client français sous-traite en Tunisie la création de prototypes et de nouveaux modèles. En partant de ce produit, on arrive à celui-ci. Donc là, vous avez le bonnet qui est entièrement en tulle brodé. Une des raisons principales, c'est que les séries et les thèmes changent de plus en plus vite et que les structures qui existent en Europe ne permettent plus de répondre à cette demande qui a évolué et qui a augmenté. Donc forcément, il faut qu'on donne un coup de main à nos clients pour le faire. Des demandes comme celle-ci, Ludovic Mouret en a de plus en plus. Pour les marques françaises, la tentation de tout sous-traiter, y compris la création, est de plus en plus forte. Alors, la lingerie française est-elle condamnée comme tant d'autres industries avant elle? Faut-il penser au profit, aux emplois? Comment préserver nos savoir-faire? Lors de cette enquête, nous avons peut-être trouvé une réponse. 8 heures du matin, dans la campagne près de Poitiers. Comme chaque jour, Claudie, l'une des licenciées d'Obad, se rend sur son nouveau lieu de travail. Un petit salaire mais un vrai bonheur, celui d'exercer de nouveau ses talents dans le dernier né des ateliers de confection en France, Indiscrète, une société créée il y a 2 ans. Pour l'instant, ça marche très bien. Très très bien, on est très contents parce qu'on a des retours quand même, on le voit au niveau des commandes et tout. Oui, ça marche très très bien. La marque s'est spécialisée dans les grandes tailles et dans le sur-mesure. Claudie a été l'une des premières clientes. Moi je sais que depuis que je travaille là, j'ai retrouvé un confort que j'avais pas avant. Vous achetiez où avant? J'achetais Obad. Mais Obad avait tellement régressé au niveau de sa qualité que je me sentais plus bien dedans, quoi.
L'entreprise a été fondée par 3 cadres licenciés d'Aubade, dont Didier Degrand, l'ancien patron de l'usine. Dans l'atelier, une dizaine de petites mains venues elles aussi de la marque de luxe. Pas de gros moyens, tout est vendu à domicile. Et pour s'en sortir, Didier Degrand a trouvé une idée pas banale. Le mystère de sa réussite se niche dans ces petites boîtes. Noir. Donc là, par exemple, dans un sachet, nous allons avoir tout ce qui compose un produit. Donc la doublure de bretelle, le haut de bonnet, l'entre-deux, ou le milieu, comme vous voulez, donc en tissu et en doublure, et les bas-bonnets en doublure et en tissu principal. Un soutien-gorge en pièces détachées. Une idée toute simple, mais qui change tout. L'idée, c'est qu'on ne fabrique aujourd'hui que ce qui est vendu. Pour l'instant, c'est un succès. Indiscrète a séduit 8000 clientes. Et Didier Degrand espère atteindre l'équilibre financier dans 1 an. Au niveau de la qualité, on est sur du haut de gamme. Donc après, au niveau des prix, donc chez Indiscrète, on est sur une parure à une centaine d'euros alors que nous fabriquons en France. Je ne vois pas pourquoi, si on continue de la façon dont on a démarré, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Maintenant, on visera probablement à terme, parce qu'aujourd'hui on n'en est pas là, à terme on visera probablement une marge moins importante que ces entreprises qui ont pignon sur rue, sûrement, et qui fabriquent à l'étranger. Il y a